Récapitulons. Voici les points importants qu'il faut retenir. Avant l'invention de la monnaie, les systèmes de comptabilité des dettes permettaient aux hommes d'échanger librement des biens et des services. Il était simplement noté ce qui était donné ou les services rendus, à qui et quand, de sorte à s'assurer que chacun donnait autant qu'il recevait. Les hommes se faisaient confiance, c'est ce qui leur permettait de se faire crédit. C'est environ 700 ans avant Jésus-Christ que la monnaie a été créée comme un outil de domination au service de souverains ou d'États. Le souverain payait ses soldats avec une monnaie qu'il fabriquait lui-même. Les soldats forçaient les paysans à accepter cette monnaie comme paiement. Le souverain s'assurait que personne d'autre ne produisait cette monnaie. Les faux monnayeurs étaient sévèrement punis. Le souverain levait ensuite un impôt dans sa propre monnaie. Les paysans étaient donc obligés de se procurer de la monnaie du souverain pour payer leurs impôts et éviter de finir esclaves, emprisonnés ou pendus. La monnaie permettait donc au souverain de payer son armée, de maintenir l'ordre par la violence et d'extorquer des biens et services à ses sujets. Dès lors, le terme de dette a été progressivement dévoyé. On disait que ceux qui ne payaient pas leurs impôts avaient une dette envers le souverain. C'est faux. Pour qu'un sujet ait une dette envers le souverain, il aurait fallu que le souverain lui ait d'abord donné quelque chose de valeur. Or, le souverain exigeait avec violence et sans contrepartie de la monnaie qu'il était le seul à fabriquer. Le mythe de la monnaie remplaçant le troc masque le fait que celui qui a le pouvoir de créer la monnaie peut s'approprier le travail d'autrui sans contrepartie. De nos jours, les institutions qui créent la monnaie sont les banques commerciales privées dont le but est le profit. Elles créent la monnaie lorsqu'elles accordent des crédits, et elles détruisent la monnaie lorsque les emprunteurs remboursent leurs crédits. En fonction de leur bilan, les banques créent aussi de la monnaie à partir de rien pour leurs propres dépenses. Quand, par exemple, on demande du pain à quelqu'un, il est bien normal de le lui rendre plus tard. On a une dette envers cette personne. C'est la morale qui nous dicte ce comportement, à juste titre. Mais quand une banque fait crédit, elle ne prête pas l'argent qu'elle possède. Elle le crée à partir de rien. Quand un emprunteur est endetté vis-à-vis d'une banque, la banque ne lui a rien donné. Elle exige pourtant qu'on lui rende quelque chose qu'elle ne possédait pas avant d'accorder le crédit, majoré d'un intérêt pour le service rendu. C'est parce que la loi protège ce privilège qu'elles peuvent contraindre les emprunteurs à rembourser leur crédit, quitte à saisir leurs biens et à les envoyer en prison. Il s'agit là d'un rapport de force. Les soi-disant dettes issues des crédits bancaires sont un moyen par lequel les banques extorquent une partie de notre travail contre une création de monnaie temporaire. En associant la notion de dette avec le crédit bancaire, cette pratique a été moralisée et donc normalisée. La monnaie centrale donne l'illusion que c'est l'État qui crée la monnaie. Or, la monnaie centrale est fabriquée à la demande des banques commerciales privées lorsque des actifs détenus par celles-ci sont monétisés par la banque centrale. En réalité, ce sont bien les banques commerciales privées qui fabriquent et louent la monnaie que nous utilisons tous au quotidien. La monnaie en circulation est créée par le crédit bancaire, puis détruite lors du remboursement des crédits. De ce fait, si tout le monde remboursait ses dettes, il n'y aurait plus de monnaie en circulation, tous les comptes en banque seraient vides, et les billets et pièces de monnaie disparaîtraient. La création monétaire par le crédit et la destruction monétaire lors du remboursement des crédits déterminent une masse monétaire. La variation de la masse monétaire est similaire aux variations de la population d'un pays en fonction des naissances et des décès. Quand la masse monétaire diminue parce qu'il n'y a pas assez de crédits accordés par les banques commerciales privées, il y a moins d'argent en circulation dans l'économie,
car la monnaie est détruite par le remboursement des crédits en cours. Chômage, pauvreté, précarité, faillite d'entreprises et endettement des États se développent rapidement. Dans un tel système, la croissance est vitale pour l'économie. Les entreprises, les particuliers et les États s'endettent auprès du système bancaire pour assurer une augmentation constante et exponentielle de la masse monétaire. S'ils n'empruntent plus, ou que les banques n'accordent plus de crédit, comme c'est le cas depuis la crise financière de 2008, la monnaie disparaît à cause de la destruction monétaire et une grave crise économique survient rapidement. Sans dette, il n'y a pas de monnaie. Sans monnaie, il n'y a pas d'économie, les nations ne peuvent pas s'échanger ce qu'elles produisent. Donc sans dette, il n'y a pas d'économie. Ce système oblige l'ensemble de la société, des États, des nations, à être perpétuellement endettés et donc à enrichir les banquiers et la finance simplement pour disposer de monnaie pour leurs échanges économiques. C'est par ce principe que le système bancaire a servi le monde économique à son profit, sans contrepartie productive. Chaque crédit sert à acheter une maison, une voiture, une télévision, et induit la consommation d'énergie et de matières premières pour leur fabrication. La nécessité de toujours plus de crédit provoque la destruction de l'environnement, le pillage des ressources de la planète, la surproduction, la concurrence et le consumérisme. Tant que chaque unité de monnaie, chaque euro, sera issu d'un crédit bancaire, les banques gouverneront le monde et l'humanité pillera la planète et détruira l'environnement pour enrichir l'oligarchie financière. Imaginons ce que serait la monnaie du futur. Imaginons un micro-pays avec 2 citoyens. Paul et Jacques se rencontrent. Leurs comptes sont à 0. Paul a fabriqué une chaise. Il la vend à Jacques 10 unités de compte. Jacques a alors moins 10 sur son compte et Paul a plus 10. Paul peut convertir 5 unités de compte en monnaie manuelle, en billets de banque. Ainsi, tant qu'ils sont dans leurs débits autorisés, personne ne peut empêcher Paul et Jacques de s'échanger ce qu'ils produisent. Leur débit autorisé est calculé en fonction de leurs actifs et de leur solvabilité, et représente le risque financier que doit assumer la société tout entière. La monnaie du futur est un jeu à somme nulle. Dans le futur, la monnaie sera représentative des échanges économiques réalisés, et non ce qui les permet. Aujourd'hui, la monnaie ne fonctionne pas du tout comme ça. Ajoutons dans ce micro-pays une banque. Pour acheter la chaise de Paul, Jacques va emprunter à la banque les 10 € nécessaires pour la payer. Jacques devra rembourser ces 10 € à la banque et verser en plus 1 € d'intérêt qui n'existe pas. Après la transaction, Paul possède bien les 10 € nécessaires à rembourser la banque et il faudra bien que Jacques les récupère d'une manière ou d'une autre pour rembourser son crédit. Il devra vendre son temps ou fabriquer des choses à vendre pour récupérer les euros pour rembourser son crédit. Mais les 1 € d'intérêt n'existeront qu'à partir du moment où un nouveau crédit aura été demandé à la banque. On comprend donc plusieurs réalités. Paul et Jacques sont dépendants de la volonté de la banque d'accorder ou non le crédit pour s'échanger ce qu'ils produisent. Ils sont obligés malgré eux d'enrichir la banque en achetant de la monnaie temporaire, qui sera détruite lors du remboursement des crédits. Le remboursement des intérêts oblige Paul et Jacques à perpétuellement emprunter à la banque pour pouvoir la rembourser. Ce système crée artificiellement un manque permanent de moyens de paiement qui débouche sur une concurrence accrue pour capter la monnaie en circulation. Paul et Jacques ont avant tout le problème de se procurer de la monnaie pour vivre.
Il faut bien distinguer ce qui est au service de l'intérêt général et ce qui est au service d'intérêts particuliers. L'intérêt général, c'est l'intérêt du plus grand nombre, des nations dans leur ensemble. Les intérêts particuliers sont ceux des oligarques, des riches, des gens de pouvoir, des actionnaires, c'est-à-dire une minorité de personnes dans la société et à travers le monde. Prenons la monnaie. La monnaie sert des intérêts particuliers. Elle sert les intérêts de ceux qui la fabriquent, c'est-à-dire les banques commerciales privées et la finance, dont le but est l'enrichissement. La monnaie existe parce qu'il y a ce qu'on appelle des dettes. Ces dettes ne servent que des intérêts particuliers. La bourse et la spéculation, les marchés financiers, représentent très majoritairement des intérêts particuliers. La rémunération de l'épargne et des comptes courants des déposants, de l'homme de la rue, est marginale en comparaison des bénéfices engrangés par l'industrie financière. Le système politique, qui est censé défendre l'intérêt général, est forcé de protéger les privilèges des banques, des corporations et de la finance. Depuis les Lumières et la Révolution française, les régimes politiques basés sur l'élection de représentants ont été voulus parce qu'ils sont antidémocratiques. Ils permettent de défendre les intérêts de la classe supérieure et des élites par l'établissement de collusions toujours plus fortes entre la classe politique et les oligarchies financières et capitalistiques dont ils sont dépendants. La guerre est souvent financée par les riches et les banquiers. Seules des révolutions, des rébellions ou des révoltes se veulent véritablement au service de ceux qui les mènent. Les guerres, elles, ne servent que rarement l'intérêt général. La science, l'environnement, la santé, l'éducation, le progrès technique sont au service de l'intérêt général. En réalité, avec la privatisation de l'ensemble de ces domaines, ils sont de plus en plus au service d'intérêts particuliers afin d'en tirer le maximum de profit. La généralisation de l'économie de marché s'accompagne d'une concentration des richesses telle qu'à l'échelle mondiale, les 85 personnes les plus riches ont autant que les 3,5 milliards les plus pauvres. Et ces disparités ne cessent aussi de s'accroître dans les pays développés. La majorité productive s'appauvrit quand une minorité financière et capitalistique s'enrichit. Les riches n'ont jamais été aussi riches. Comment en est-on arrivé à une telle situation ? Pourquoi n'y a-t-il pas de mobilisation ou de révolte contre le capitalisme et la finance déchaînée qui ne cessent de dicter leurs lois aux nations ? La dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie, une prison sans murs dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader. Un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Aldous Huxley, dans Le meilleur des mondes. La croissance, essentielle à la domination de la finance, nécessite des travailleurs consommateurs dociles et manipulables. La télévision les divertit par les jeux, les séries, le voyeurisme de la télé-réalité et un flot d'informations brutes, sans aucune analyse, ne jouant que sur la force des images, l'émotionnel et les peurs primaires. On y fait l'apologie de l'oligarchie, des idoles, du consumérisme, de la légèreté, du sexe et de la bêtise. Consommer, c'est être libre et heureux, réfléchir est futile et ennuyeux. Le vocabulaire est réduit, le sens des mots dévoyé, de sorte qu'il n'est plus possible de penser la réalité. L'éducation est réduite à une forme de conditionnement à la servitude et d'insertion professionnelle. Un individu inculte n'a qu'un horizon de pensée limité, et plus sa pensée est bornée à des préoccupations futiles, moins il peut se révolter. La destruction des États-nations, de la cellule familiale, la négation des identités culturelles, religieuses et sexuelles, sont les moyens de supprimer tous leurs repères aux individus. Ils n'ont alors ni l'environnement social et institutionnel, ni les ressources mentales,
pour s'opposer à la domination mondiale des multinationales et de l'oligarchie financière, politique et capitalistique. Il faut comprendre que la télévision, la radio et la presse sont des médias unidirectionnels, alors que l'Internet est multidirectionnel. Les médias unidirectionnels sont maîtrisés par un petit nombre de personnes soigneusement sélectionnées par les oligarchies politiques et financières pour délivrer des programmes servant leurs intérêts. L'opinion du citoyen est ainsi formatée, maîtrisée, contrôlée. À l'inverse, sur l'Internet, tous les intellectuels, philosophes et journalistes peuvent s'exprimer, partager leurs analyses, et le citoyen peut librement choisir ses sources d'information, partager ses opinions et en débattre. Pour maîtriser la liberté de l'Internet, l'oligarchie crée une fausse dissidence sous la forme de médias qui semblent subversifs, comme Mediapart, Rue 89, Le Canard enchaîné, le magazine Marianne, ou encore des organisations comme Wikileaks, dont la fonction est de canaliser les citoyens les plus critiques sur des sujets sans importance, d'organiser leur indignation, de monter les uns contre les autres, et de décrédibiliser les analyses réellement subversives. Et quand le prêt-à-penser perd trop de terrain, la liberté d'opinion et d'expression n'existe plus. L'Internet tout entier est diabolisé au nom de la démocratie, de la République, ou encore de la lutte contre un terrorisme fictif ou fabriqué. Les grands médias qualifient de racistes, de terroristes, de fascistes, de xénophobes, d'antisémites, de négationnistes, de conspirationnistes ceux qui analysent les faits, critiquent le système et tentent d'en exposer les fondements. Ces grossiers amalgames visent à empêcher le public d'écouter leurs discours, d'étudier leurs arguments et de débattre de leurs idées. Tout comme ce sont les banques qui décident ce qui doit être financé en fonction de leurs intérêts, dans les médias dominants, c'est l'oligarchie qui décide l'information qui doit être diffusée en fonction là aussi de ses propres intérêts. Le contrôle du vecteur soit de la richesse, c'est-à-dire la monnaie, soit de la connaissance et des idées, c'est-à-dire les médias, soit encore du système législatif, c'est-à-dire le gouvernement représentatif non démocratique, sont les instruments de la domination des oligarchies. Dès lors, il ne faut pas tomber dans la provocation, l'extrémisme ou la violence. La violence et la provocation sont ce que le système attend pour justifier la censure, le contrôle d'Internet et la mise en place d'un État policier. Il ne faut pas non plus dépenser son énergie sur des détails. Il faut au contraire remettre en cause les fondamentaux sur lesquels repose ce système de domination. Tous les mouvements progressistes, sociaux ou alternatifs, quelle que soit leur forme, associations, partis politiques, ONG, et quelle que soit leur cause, devraient faire la promotion de 3 changements décisifs pour le monde de demain. Premier point. Remettre la création monétaire au service de l'intérêt général. Tant que ce sont les banques qui décident ce qui mérite d'être ou de ne pas être financé en fonction de leurs propres intérêts, le pouvoir politique et le libéralisme ne sont qu'illusions. Les banques ne sont pas là pour faire du social ou de l'investissement. Elles sont là pour faire des profits en prenant le moins de risques possible. Deuxième point. La création monétaire par le crédit à intérêt et la destruction monétaire lors du remboursement des crédits forment un système pyramidal obligeant l'humanité à détruire la planète pour le seul profit de la finance. Nous devons mettre en place un système monétaire permettant d'adapter notre niveau de vie aux ressources de la planète et garantir ainsi un environnement viable aux générations futures. Troisième point, instaurer un système politique réellement démocratique. Seule une véritable démocratie permettra de garantir que les 2 premiers points sont durablement défendus. Contrairement à ce que les élites veulent nous faire croire, des peuples éclairés sont tout à fait à même d'établir une politique qui défend leurs propres intérêts et les intérêts des générations futures. Ces 3 points sont intimement liés. Sans une monnaie réellement publique,
Le lobby bancaire aura toujours la capacité de faire plier les gouvernements et changer les institutions. Un régime réellement démocratique, où c'est le peuple qui vote lui-même les lois, permet à la nation de s'opposer à toute privatisation de la monnaie et est la garante du maintien de la finance au service de l'intérêt général. Une création monétaire publique et l'instauration d'une véritable démocratie sont indissociables, car l'un est le garant de l'autre. Voici quelques mouvements citoyens dont les propositions permettraient des évolutions majeures de la société. La monnaie permanente, le 100% monnaie ou smart. La monnaie permanente s'oppose à la monnaie d'endettement. Elle remplace la création monétaire privée. Elle permettrait la mise en place d'une politique réellement écologique et sociale. Accompagnée d'une véritable démocratie, elle rend leur souveraineté monétaire aux nations. Les systèmes d'échange locaux. Les CEL sont similaires au système de comptabilité des dettes sans monnaie de l'Antiquité. Ils sont totalement indépendants de l'euro, contrairement aux monnaies locales ou complémentaires. Si une monnaie locale ou complémentaire est créée en échange d'euros donnés à l'organisation qui les gère, elle ne provoque qu'un protectionnisme marchand à petite échelle. Le revenu de base est le dividende universel. Tout en bouleversant les rapports sociaux, il impose de repenser la notion de travail, de justice, et induit une refonte du système monétaire pour être appliqué à grande échelle. Le tirage au sort. Un parlement non élu, mais tiré au sort dans la population est un système par nature démocratique, incorruptible et parfaitement représentatif. Il s'inspire de la démocratie athénienne et des jurys populaires, évite les dérives électoralistes et institue l'impuissance des lobbies. La démocratie directe. Il s'agit de faire voter les lois par référendum. La Suisse, par exemple, par ses votations et son référendum d'initiative populaire contraignant, est très proche d'une démocratie directe. À nous de sensibiliser nos proches, nos concitoyens, nos décideurs, nos élites, sur les fondements du monde d'aujourd'hui, et de faire la promotion de ces alternatives économiques, financières et politiques essentielles au monde de demain.